Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, les ministres du gouvernement national étaient à l'école du savoir, un séminaire axé sur l'harmonie dans les actions de membres du gouvernement. Dans ce journal, vous allez suivre le président de la République qui appelle le gouvernement à prioriser les intérêts de la population. À Mobapor, dans le Tanganyika, les inondations continuent à détruire des maisons. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile, une situation qui s'empire davantage au quartier Regueza. Les explications sont à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Je vous le disais, pendant 2 jours, le membre du gouvernement national était à l'école du savoir à Kinshasa, un séminaire des ministres axé sur la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement et l'assurance de l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Et à l'issue de ces 2 jours de séminaire, le chef de l'État s'est adressé donc aux membres du gouvernement. Je vous propose ici de suivre cet extrait du discours du chef de l'État. Suivez. Maintenant, comparé au premier trimestre de l'année passée, eh bien, on attendait pour ce premier trimestre 216 milliards de plus. Mais on a eu finalement 16 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on reste en augmentation par rapport à l'année passée, mais il nous a manqué à peu près 200 milliards pour atteindre notre cible. Pourquoi on ne les a pas atteints? Au moins 2 raisons. C'est essentiellement la DGRAD qui n'a pas été performante parce que, elle a eu des problèmes avec les pétroliers producteurs, les exportateurs de pétrole, le cours du baril a baissé, et elle a eu des problèmes avec le secteur minier, notamment TFM, qui n'a pas payé, qui n'ont pas déclaré. Et donc, une seule opération ou 2. Voilà, et ça, on l'a fait fin janvier, début février. Ça a totalement perturbé la trésorerie. Voilà la situation. Et il y a des dépenses sécuritaires, des dépenses humanitaires, parce qu'avec tous ces déplacements, on fait face à des dépenses humanitaires en permanence. Et puis il y a les dépenses liées à la CENI, etc., qui font que ça fait des pressions exceptionnelles sur le budget. Et voilà, l'élément que vous venez de suivre est en rapport avec donc, les explications du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui revenait sur les cas d'impayement des agents et fonctionnaires de l'État. J'étais en train de parler de ce 2 jours de séminaire du gouvernement national, un séminaire axé sur la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement et l'assurance de l'exécution harmonieuse de programmes gouvernemental. Et à l'issue de ces 2 jours de séminaire, le chef de l'État s'est adressé aux membres du gouvernement national. Je vous propose ici de suivre un extrait de l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. J'avais demandé au Premier ministre, quelques jours avant ce séminaire, d'instruire chacun de vous, d'intérioriser le programme du gouvernement, d'effectuer une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population et de travailler effectivement pour réaliser vos assignations respectives. À cet effet, des routines devraient être mises en place pour garantir une systématisation de l'activité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan précité. Vous pouvez donc compter sur mon impulsion et sur l'appui de mon cabinet. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux,
programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Ainsi donc, je déclare clos les travaux du séminaire gouvernemental. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Justice à présent, vous le savez, la Cour de cassation a retourné le dossier Boukangalonzo au niveau de la Cour constitutionnelle, selon un communiqué publié le mercredi 26 avril dernier. Ainsi, cette Cour de cassation va formaliser ce renvoi à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse juger cette affaire Boukangalonzo. Mais il vous souviendra que cette Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente et à quoi s'attendre par rapport à ce jugement, donc ce dossier Boukangalonzo. La question a été posée à Maître Seydou Kitenge. Il répond ici au micro de Junior Mbouyamba et Fordant Antambwe. En premier lieu, nous devons savoir la juridiction la plus compétente pour juger un Premier ministre ou un ancien Premier ministre, ainsi que le président de la République ou un ancien président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Donc il s'avère que le dossier a été traité par la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour renvoyer le dossier Matata à la Cour de cassation. Et arrivé à la Cour de cassation, parce que nous tous là on se demandait pourquoi la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Et chose étonnante aujourd'hui, c'est la Cour de cassation qui renvoie le même dossier à la Cour constitutionnelle. Là maintenant, vous devez comprendre qu'il y a maintenant un jeu de ping-pong. Mais il est vrai que dans ces dossiers, c'est un dossier, d'après moi, qui sera déclaré sans suite. Parce que je ne vois pas comment aujourd'hui la Cour constitutionnelle pourra se déclarer compétente pour juger Matata aussi longtemps qu'il s'était déclaré incompétent. En droit, il y a un principe qui dit le doute profite à l'accusé. À ce niveau-là, ça profite à Matata. Parce que si la Cour constitutionnelle s'était déclarée compétente il y a longtemps, Matata pouvait être jugé, condamné ou encore acquitté. Mais à ce niveau-là, tant qu'il y a des jeux de ping-pong, ça profite à Matata qui est l'accusé. Voyez, si on redéfinissait, on requalifiait le fait qu'on leur a apporté, à ce niveau-là, Matata peut être jugé. Parce qu'ici, vous devez comprendre que la Cour constitutionnelle peut juger le président de la République, le Premier ministre, et surtout pour des dossiers qui sont liés à la politique. Mais à ce niveau-là, si vous voyez, les dossiers de Matata n'est pas lié à la politique. L'instabilité du taux de change, notamment du dollar américain, par-ci, et la hausse de prix de la farine de maïs, par-là, ce sont là, donc c'est à ce rythme que vit la ville de Lubumbashi ainsi que les habitants de la province du Haut-Katanga de manière générale. Il faut dire que pour à ce jour payer un sac de farine de 25 kilos, il faut débourser entre 75 000 francs congolais, voire 90 000 francs congolais. Une situation qui, bien sûr, pénalise plusieurs ménages dans la ville de Lubumbashi. Les explications ici dans ce reportage de Gracielle Kabanga et Jemima Amwepo. La farine de maïs est l'aliment de base pour les Haut-Katangais en général et le Louchoua en particulier. À ces jours, le prix de la farine de maïs a sensiblement grimpé. Auparavant, un sac de la farine de maïs coûtait 25 à 30 000 francs congolais, mais actuellement, cela revient à 75 000, 80 000, voire même 90 000 francs congolais. Ces nouveaux prix a été enregistré ce mardi 25 avril 2023 au marché Congo. La situation sociale de Louchoua devient de plus en plus difficile, surtout pour nouer les deux bouts du mois. Selon les vendeurs et vendeuses de la farine de maïs, le problème proviendrait de la frontière. Ici également, cette denrée est rare. Auparavant, on vendait un seau à 2000 ou 2500 francs congolais. Mais actuellement, ça coûte 75 000, 80 000. Que les autorités nous aident.
Nous n'avons pas de travail. Où est-ce qu'on aura de l'argent? Surtout que nos maris ne travaillent pas. Le prix de la farine n'a pas baissé au marché. Au contraire, ça a augmenté des prix. Un seau revient à 8 000 francs congolais et un sac à 80 000. Nous allons mourir de faim. Il n'y a pas d'argent. La hausse du taux des dollars, n'en parlons même pas. Qu'allons-nous faire? Selon l'opinion publique, le gouvernement provincial doit pousser les Congolais à cultiver. À noter que la hausse du prix de la farine de maïs entraîne également la hausse de plusieurs produits alimentaires et ceux de première nécessité sur le marché louchois. Depuis quelque temps, le gouvernement provincial a initié un projet d'approvisionnement des sacs de farine dans différentes communes. Mais les stocks n'est pas suffisant pour nourrir tous les louchois. Réunie le mercredi dernier, la jeunesse émergente congolaise, GEC, en cible a démontré ses ambitions de porter encore plus haut ses actions entrepreneuriales en collaboration avec les institutions de l'État congolais. Les membres de la GEC, avec leur président Pichi Izonde, ont à cette occasion fait une déclaration. Je vous propose donc de suivre cet élément. Avec pour objectif faire un état des lieux sur l'environnement économique dans la région, la rencontre des membres de l'ASBL Jeunesse émergente congolaise GEC autour de leur président national, l'honorable Pichi Izonde, s'est tenue le mercredi 26 avril 2023 dans un décor convivial et un climat harmonieux. Par sa vocation d'incubateur, la GEC est un acteur de premier rang dans la création d'une classe moyenne en RDC, en agissant en faveur des jeunes entrepreneurs congolais, en collaboration avec les institutions étatiques comme l'ARSP, chapeautée par Miguel Kachal Katamba. Regorgeant d'un capital humain de qualité et engagé, GEC participe de manière active et massive dans la vulgarisation de 3 types de sous-traitance, à savoir la sous-traitance de capacité. Nous avons été édifiés par la présentation des réalisations au cours de ces 100 premiers jours du comité de gestion de l'Agence de régulation de la sous-traitance du secteur privé sous la conduite de son directeur général, l'honorable Miguel Katem Kachal. Saisissant l'opportunité, nous adressons notre sincère gratitude à l'ensemble de l'équipe de gestion ainsi que nos encouragements pour leur action en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Nous saluons le travail des titans abattus qui matérialisent la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la même occasion, c'est un message de félicitations que la GEC a adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour son élévation à ce poste de très haute responsabilité. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, son Excellence Peter Kazadi, pour son élévation et nous l'encourageons dans sa lourde mission parce que sans la sécurité, il n'y a pas une économie stable. Nos remerciements vont également à tous ceux qui, quelquefois dans l'ombre, contribuent d'une manière ou d'une autre à cette noble mission. Nous vous remercions. La jeunesse émergente congolaise, pleine d'ambition et de volonté de participer à la floraison des jeunes entrepreneurs, se met à la disposition de tous les acteurs de ce secteur promoteur en République démocratique du Congo pour participer activement au développement du pays. À Félix Tshisekedi. Rendons-nous à présent à 300 km de la ville de Lubumbashi, à Kolwezi, où une délégation de ministres provinciaux, cette délégation a fait donc la ronde dans différents hôpitaux de la ville qui internent encore les élèves victimes de l'incendie au lycée Emwanga. Il était question de se rassurer de leur prise en charge, mais aussi de payer des frais de soins pour ces élèves. Les explications dans cet élément de reportage.
Aucun parent n'a payé les frais d'hospitalisation concernant l'incendie, affirmation faite par les médecins directeurs des différentes structures sanitaires où les victimes sont internées depuis le 24 avril 2023. C'est la réalisation de la promesse faite mardi 25 avril 2023 par le gouvernement provincial à l'issue de la réunion de crise présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. La prise en charge des malades est assurée totalement et complètement par le gouvernement provincial. La province prend en charge tous les frais, tous les soins, même la petite seringue, tout est pris en charge par la province. Donc les parents ne payent rien, ils ne donnent rien du tout. Il n'y a aucune ordonnance qui a été remise aux membres des familles ni aux malades. Aucun frais n'a été payé par les parents. Donc nous pouvons vous rassurer que la prise en charge a été intégrale et assurée par le gouvernement provincial. Pour se rassurer de cette prise en charge, la gouverneure du Lualaba a instruit le ministre provincial de la Santé et la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales à effectuer une visite d'inspection pour se rassurer de l'effectivité de la prise en charge. C'est ce qui a justifié la ronde de Espérant Kabambi Mouzakam, ministre provincial de la Santé, et la commissaire générale Nathalie Lundangandu à l'hôpital du personnel de Kolosi, HPK, à l'hôpital méthodiste et autres. Partout, les envoyés de Marie-Thérèse Masuka Saini ont rassuré les parents que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge la totalité des frais d'hospitalisation. Les parents et certains élèves ont témoigné leur gratitude à l'endroit du gouvernement provincial et de sa gouverneure. Oui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, mercredi, tout est gratuit. On ne demande pas l'argent et les enfants sont bien soignés. Nous avons l'assistance du gouvernorat, donc les visites des gens du gouvernorat. Il y a eu les inspecteurs, il y a eu même, j'ai vu le ministre. Ils sont passés. Magumu itakuwa nayo wanatuasista tudepansa hata 10 francs. Tunatoka tunapika asante sana. Plusieurs élèves ont vu leur cas s'améliorer. D'autres médecins spécialistes en chirurgie sont venus en renfort à l'équipe des médecins sur place. Le bilan actualisé de ce mercredi 26 avril 2023 fait état d'une jeune fille de 11 ans décédée, 20 patients guéris et ont quitté les hôpitaux. D'autres, leur état de santé s'améliore davantage, ce qui porte à 64 les cas des victimes rétablis sur les 132 enregistrés le jour du sinistre. Alors, c'est depuis un temps qu'il est constaté une certaine recrudescence de cas d'incendie dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Ceci amène à faire un point sur le métier de sapeur-pompier en République démocratique du Congo par rapport à la formation, à l'équipement. Pour en parler, notre rédaction a approché le commandant de la brigade anti-incendie de la mairie et de Lubumbashi, David Dibou. Ce dernier parle de ce service qui, pour l'instant, en République démocratique du Congo, n'a pas donc d'école pour former les sapeurs-pompiers. Je vous propose donc de suivre de plus amples détails dans cet élément. Il n'y a aucune école officiellement reconnue en RDC. Il s'agit de la profession chargée d'éteindre les incendies à l'aide des lances d'eau dont les camions sont équipés. C'est un travail de pompier. Il n'existait pas une école officielle comme ça reconnue comme une école de formation du corps des sapeurs-pompiers. Néanmoins, nous bénéficions à certaines formations. Son nom est David Dibou, un soldat du feu. En 2015, il a participé à une formation au cours de laquelle il a été outillé en capacité de sapeur-pompier. Pratiquement, cela fait 8 ans déjà qu'il est commandant des l'anti-incendie dans la ville de Lubumbashi. David Dibou est buté à des sérieux problèmes liés beaucoup plus au manque d'équipement, c'est-à-dire pas des tenues octroyées. Le camion anti-incendie vétuste. Quand nous avons commencé à travailler comme commandant anti-incendie, nous avons trouvé le camion là déjà à la mairie. Donc en 2015, c'était déjà un vieux camion. Nous l'avons utilisé jusqu'en 2021, n'est-ce pas? Ce camion est tombé en panne. Après celui-là, nous avons reçu 5 camions, de 5 véhicules. Il y avait un camion d'une faible capacité, vraiment une faible capacité qui ne peut pas répondre, n'est-ce pas, à la grandeur de la ville de Lubumbashi. Un camion de 1500 litres d'eau. Et ces 1500 litres, on peut les vider dans 1 minute et demie.
Dès qu'un incendie est signalé, la mission des sapeurs-pompiers est de combattre le feu en étouffant totalement la flamme, ainsi protéger de biens et de personnes. Ici est de rappeler que ces derniers temps, plusieurs provinces de la RDC enregistrent des cas de morts, de blessés et de dégâts matériels énormes provoqués par des incendies. À l'exemple de la province du Lualaba où la grande partie du bâtiment du lycée Mwanga pris en feu a laissé de pleurs dans des familles en enregistrant 132 blessés et un mort. Alors, nous allons à présent revenir sur un événement aussi important comme celui d'un immeuble en construction écroulé au quartier industriel, ici dans la ville de Lubumbashi. Le silence plane encore. Le bilan définitif n'a pas été donné, hormis celui provisoire d'un seul mort au premier jour. Cette impasse a conduit à plusieurs questionnements au niveau du public. En tout cas, c'est une réflexion que nous propose Jean-Claude Boubé. Lubumbashi est dans l'équivoque. Il y a déjà une semaine, depuis jeudi 20 avril au jeudi 27 avril 2023, que rien ne filtrait sur l'écroulement d'une bâtisse au quartier industriel à Lubumbashi. Des manœuvres et autres ouvriers commis à la construction de l'édifice ont été pris au piège par la dalle du béton qui s'est écroulé. Selon des sources, 14 ouvriers, bilan non encore vérifié, auraient perdu leur vie dans les décombres de la construction. L'armature, le ferrillage n'ont pas soutenu la dalle qui s'est affaissée sur les ouvriers avec une pâte de béton ou mortier humide. Le premier jour, selon toujours les sources, un seul corps a été repêché. Que se passe-t-il au juste? À qui appartient l'immeuble qui s'est écroulé? Rechercher une vraie version, le verrouillage s'impose. Par 2 fois, nos reporters n'ont pas eu l'accès à l'information à cause d'un dispositif de sécurité. Plus souvent, Lubumbashi est troublé lorsqu'on enlève un seul conducteur de taxi. Et généralement, les médias et le gouvernement font du boucan pour sanctuer ou enlever à l'est du pays. À en croire les sources, 14 vies humaines laisser tous ces louchois indifférents est inacceptable. Et sont-ils bétonnés en même temps pour effacer les traces jusqu'à ces jours? Combien ont-ils été repêchés des décombres? Quel est le véritable bilan de cet écroulement? Aucune vérité n'éclate. Les familles de victimes existent. Où sont-elles muselées? Personne pour répondre. Beaucoup de questions se posent à ces propos. L'affaire est donc à suivre. Rendons-nous à présent à 50 km de la ville de Lubumbashi, au village Kombo, sur l'axe Kin-Sévéré, où la plupart des habitants vivent grâce à l'agriculture, mais ce dernier éprouve des difficultés et se plaignent du manque de soutien ou d'appui du gouvernement provincial. Les détails dans ce reportage de Rachidi Moulinda et Gracielle Kabanga. L'agriculture reste une activité principale pour les paysans des différents milieux ruraux, notamment le village Kombo dans les groupements Kasongo, sur l'axe Kin-Sévéré à 50 km de la ville de Lubumbashi. D'après ses habitants, la moisson de cette saison n'a pas été satisfaisante parce qu'ils n'ont pas été assistés en intrants agricoles par le gouvernement. Nous avons de grandes concessions, mais on ne les exploite pas parce que nous n'avons pas de moyens financiers pour payer les intrants agricoles. Nous sommes ici pour l'agriculture, mais les intrants nous posent problème. Aujourd'hui, sur le marché louchois, le prix de la farine de maïs a grimpé suite au fiasco de la saison culturelle dernière. Et ces cultivateurs sollicitent pour la saison prochaine un coup de main du gouvernement. La farine a haussé les prix, alors que nous avons de grandes concessions qui chôment ici, qu'on nous aide avec les intrants agricoles, car nos moyens sont limités. Hatuna moyen ya kuuza dawa. Mnaona saki iko kama 150,000, 120. Tutafanyaje?
Il fallait banatunga kumukono. À ces problèmes s'ajoute aussi l'état piteux des routes des dessertes agricoles ne permettant pas l'acheminement des produits champêtres. Banatuteswa sana balabala tulianza kutembelelea antuka kama mvula inanyesha papa hautaichika balabala angalia vile mimi nabeba bele charge. La route est tellement délabrée. On n'arrive pas à passer correctement avec les produits champêtres. On nous aide à mettre le gravier. Matope inapita tulianza tulibaomba sema no betuweke hata gravier ile benatosha betuweke tuanze kutembea bien. Onije hata nani akili kominga msha upitisha na hapo. Na bote banze kutumika sasa hivi natumika tupate maendeleo mu. Qu'on cultive nous tous, c'est pour notre développement. Mais souvent les routes nous posent problème. L'assistance des cultivateurs par le gouvernement provincial pourrait être une solution pour tous les Louchois afin de lutter contre la carence alimentaire qui s'observe actuellement en province. Et dans la province du Tanganyika, l'actualité reste dominée par des cas d'inondation, notamment à Mobapor. Il faut dire que la situation devient de plus en plus critique, notamment avec des maisons qui s'écroulent. C'est le cas au quartier Reguezale. Précision ici avec Marcel Kataya. L'inattendu est arrivé la nuit de lundi à mardi dernier. Plusieurs maisons d'habitation construites en briques adobe se sont écroulées à Mobapor, une cité riveraine du lac Tanganyika dans le territoire des Moba. Ces dégâts déplorés au quartier Regueza ont été causés par les inondations dues au débordement des eaux de la rivière Moba lors d'une forte pluie. Plusieurs familles sont restées sans abri. Certains habitants ont trouvé refuge chez les voisins et d'autres dans une structure hospitalière. Jusque-là, le bilan est surtout matériel. Pas de pertes en vie humaine ni blessés. Les sinistrés sont toujours en attente de l'assistance du gouvernement ou de ses partenaires. Pour rappel, la cité de Mobapor a toujours enregistré des inondations presque chaque saison pluvieuse. Le dernier cas en date est celui enregistré récemment au quartier Katele où il y a eu aussi désolation la semaine dernière. Le problème d'urbanisation et la construction anarchique serait parmi les causes. Page noire dans cette édition de journal, ancien doyen des facultés de droit ainsi que de lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi, le professeur émérite Haddad Adnan, âgé de 90 ans, est décédé hier mercredi 26 avril 2023 de suite d'une maladie. Il faut dire qu'il est d'origine libanaise et a été également l'un des initiateurs du département de langue et affaires à la faculté de lettres et sciences humaines et aussi auteur de plusieurs ouvrages. Je propose ici de suivre les témoignages des professeurs et autres corps académiques de l'université de Lubumbashi qui l'ont côtoyé. Ils sont ici au micro de David Kabamba. Haddad est un bon professeur, un professeur qui aimait beaucoup les études. Je me rappelle en troisième période, quand il nous donnait les cours de littérature comparée, il nous a donné le syllabus gratuitement. L'héritage, c'est nous, c'est produit. Il y a des professeurs qui ont travaillé sous sa direction. Son héritage, ce sont ses publications que nous avons ici à la bibliothèque. Il est parti, mais nous restons avec lui en esprit. Il faut dire que nous sommes passés par sa main. Le professeur Haddad, c'était un monument vivant. C'est comme ça qu'on l'appelait. Quand nous arrivons, nous, à la faculté des lettres, nous sommes de la première promotion des SIC, les sciences de l'information et de la communication. C'est sous sa houlette que les SIC ont commencé. Nous avons bénéficié d'un grand encadrement. C'était un homme de culture, ça il faut l'avouer, un grand formateur. Et donc quand le professeur Haddad disparaît, nous disons c'est un monument, c'est un baobab qui vient de s'écrouler. C'est beaucoup de choses qui seront ensevelies dans cet homme. Parce que quand vous imitez la vie du professeur Haddad, je vous dis, vous êtes un homme sans conflit sur cette terre des hommes. Un grand monument chez nos départements, même un patriarche,
il m'a reçu comme étudiant, m'a enseigné, et quand j'ai été nommé de temps à autre, nous cessons de fréquenter chez lui à la maison pour d'autres questions d'ordre scientifique, et il était toujours prêt à nous recevoir. D'ailleurs, la journée de dimanche pour lui était réservée à recevoir les chercheurs, et nous avions toujours d'intenses échanges avec lui malgré l'âge avancé, mais c'était vraiment un encadreur, un formateur de la jeunesse congolaise. Ah, c'est triste pour moi, parce que déjà quand j'ai commencé mes études universitaires ici, il m'a donné cours en premier graduat. Et je garde de lui l'image d'un homme humble, modeste, un homme qui voulait former la jeunesse, et je vois aussi son attachement à ce pays. Ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'il aurait pu aller ailleurs, mais il a préféré rester à l'université de Lubumbashi. Et je vous signale qu'il est au Congo depuis 1961. En dehors de nos frontières, c'est pour la première fois depuis les débuts de la guerre en Ukraine que le président chinois Xi Jinping a eu un entretien par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était hier mercredi 26 avril 2023, répondant ainsi à une demande de Kiev qui exprimait publiquement depuis plusieurs mois déjà le désir de discuter avec Pékin. Les détails ici avec Aline Chabani. Selon la télévision d'État chinoise, Xi Jinping a souligné que le dialogue et la négociation étaient la seule issue au conflit avec la Russie. La Chine a déclaré qu'elle enverrait une délégation en Ukraine pour chercher une solution politique à la crise. Le président ukrainien a aussitôt fait connaître la nomination d'un ex-ministre Pavlo Ryabikhin au poste d'ambassadeur en Chine, poste vacant depuis février 2021. La Chine, qui n'a jamais publiquement condamné la guerre en Ukraine, a fortement accru ces derniers mois sa coopération politique et économique avec son voisin russe. Pour rappel, il y a 2 mois, Pékin avait publié un document de 12 points présentant sa position dans les conflits en Ukraine. L'initiative, parfois perçue comme un plan de paix, exhortait notamment Moscou et Kiev à tenir de pourparlers. Cet entretien téléphonique a, semble-t-il, crispé les autorités russes. Moscou a dit prendre acte de la volonté de la Chine de s'efforcer de mettre en place un processus de négociation entre la Russie et l'Ukraine, mais a reproché à Kiev de saper les initiatives de paix en refusant les dialogues avec la Russie. Quant à la France, elle a dit encourager tout dialogue susceptible de contribuer à une résolution de conflit, un message porté par le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite d'État en Chine. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce téléjournal. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour avoir su si bien nous accompagner. Mon plus grand plaisir sera celui de vous retrouver demain. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.